Alors, je lui passe la parole pour qu'elle fasse l'appel. Merci Madame le maire, bonjour. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardy. Présent. Madame Colette Fauveau. Monsieur José Henrard. Madame Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond de Maury. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Skripzak. Monsieur Patrick Van Lede. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Ouhoud. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. À qui? D'accord. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Aramba. Monsieur Joris Vizoki. À qui? Martine. Monsieur Stéphane Gajeski. À qui? Monsieur Maxime Potel. Et Monsieur Patrick Verret. Merci. Bien. À souligner encore une fois l'absence de 2 conseillers municipaux de l'opposition qui ne viennent jamais au niveau des conseils municipaux, ni aux réunions d'ailleurs. Je vous propose de passer à l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 8 décembre. Y a-t-il des annotations, des commentaires, des choses à revoir? Non? Très bien, on peut adopter. Donc procès-verbal adopté à l'unanimité. Et je vous propose de passer à la liste des des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Vous l'avez eu en votre possession. Je n'en fais plus la lecture maintenant au niveau du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes d'informations sur ces décisions? Alors, vous pouvez prendre... Il y avait le renouvellement du contrat Satellec aussi, là, de 8 années. Donc, en fait, c'est pas le renouvellement de Satellec, puisqu'avant, c'était pas Satellec. Donc, c'est un nouveau prestataire. Donc, c'est un nouveau marché public qui a été passé, puisqu'on arrivait en fin de contrat. Il a donc été attribué à l'entreprise Satellec de Tris-Saint-Léger. C'est pour une année de 8 ans. Vous avez les différents, alors G1, G2, G3, 1, 2, c'est les différents chapitres qui concernent le contrat avec les sommes. Vous verrez qu'au niveau de ce contrat, il y a un chapitre qui est assez important sur l'éclairage public, puisqu'on a décidé d'axer et de faire un gros effort sur l'éclairage public pour accélérer au maximum sur les 2 premières années du contrat la partie remise en LED de notre éclairage public. Vous vous doutez bien que c'est dans un souci d'économie, bien évidemment, puisque c'est un retour sur investissement qui peut être assez rapide. Voilà, même si c'est pas non plus tout ce qui fera, mais en tous les cas, ça fait partie des choses, des choix qu'on a fait. Voilà, sur ce contrat. D'autres choses? Non, c'est bon? Voilà, bon, c'est des choses qu'on a vues en commission, c'est des choses en général que vous connaissez. Juste une question, Madame le maire. Oui. Sur le point 127, Oui. l'avenant numéro 4 pour le dojo, Oui. à l'origine, nous avions validé un investissement à 895 000 euros Oui. en 2018. Oui. En 2021, nous sommes à 977 000. Oui. Est-ce qu'on va encore... Eh bien, écoutez, je pense que ça apparaît dans le rapport d'orientation budgétaire où j'ai mis en évidence justement l'effet de la crise, l'effet du retard, etc. Je ne sais plus à quelle page c'est, donc on va y revenir au fur et à mesure, mais vous allez avoir les chiffres dans le débat d'orientation budgétaire. Effectivement, c'est un des projets qui, à l'origine, ne devait pas coûter aussi cher. Sur ce projet, il y a eu les carrières en dessous de... les caves en dessous du bâtiment qu'on a détruit, qui ont
engendré un surcoût. Il y a eu également l'augmentation des matériaux, bien évidemment, auxquels on a été confrontés, et les réactualisations liées à la durée du chantier qui a été beaucoup plus importante que prévu. Voilà. Et donc sur l'Europe, on retrouvera ces éléments à la page 41, me dit ma collègue. C'est très bien, merci. Moi, j'ai pas la pagination en tête. Voilà. On y va? Puisqu'on est sur l'Europe, je vous propose de commencer et puis de passer au rapport d'orientation budgétaire pour cette année. Alors, vous l'avez reçu dans l'intégralité, vous le savez, hein, l'Europe c'est une obligation légale. Il permet d'entamer la discussion sur les orientations budgétaires envisagées, avec certaines obligations qu'on respectera tout au long de la présentation. C'est un débat qui permet de se positionner sur un projet politique et de voir un peu quelles sont les orientations à prendre pour l'année 2023. Donc dans ce ROB, on a dans un premier temps la rétrospective de l'année 2022. Alors bien évidemment, on a toute une partie où on fait un peu le point, vu le contexte, sur tout ce qui s'est passé, hein, la reprise de l'économie post-Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation record, hein, qu'on voit dans le tableau qui est présenté en page 5 du document. Hein, on voit que on est en augmentation pour 2022. De manière générale, hein, puisque là on n'est pas encore sur l'aspect commune, on a la normalisation monétaire initiée en conséquence. Donc on s'aperçoit que la Banque centrale des États-Unis a relevé 7 fois ses taux en 2022. On s'aperçoit aussi que la Banque centrale européenne a augmenté 4 fois ses taux en 2022 également. Tout ça est vérifié par le graphique qu'il y a juste en dessous. On parle également d'un point de vue mondial de la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui a mis en tension à la fois le prix des denrées alimentaires et à la fois le prix de l'énergie. Alors évidemment, au-delà du bilan humain dramatique que représente cette guerre, on a un impact sur les denrées alimentaires avec notamment la baisse de la production des exportations céréalières ukrainiennes. On a aussi la crise énergétique, hein, avec le prix du gaz qui a quand même qui a été jusqu'à atteindre 210 € du mégawattheure, au début du conflit, et puis qui est retombé plus récemment à 74 €, mais qui reste encore un chapitre douloureux pour l'ensemble des collectivités, on le verra par la suite. Donc vous avez des petits graphiques qui représentent l'évolution de ces tarifs. Une année 2022 qui est compliquée pour le marché action, avec le secteur des technologies qui affiche des mauvais résultats aux États-Unis. En Europe, le luxe et la technologie qui décrochent, et l'énergie et la défense sont les grands gagnants. Ensuite, très concrètement, la Banque centrale américaine qui continue sa politique des hausses de taux. Une inflation qui reste très préoccupante. Je rappelle que l'inflation à l'heure d'aujourd'hui s'établit à peu près à un niveau record de 7,1%, que les tensions sur le marché du travail en faveur des demandeurs d'emploi contribuent à cette accélération de l'inflation, et qu'elle pourrait malheureusement s'installer plus durablement que prévu si les pénuries de main-d'œuvre se traduisent par des hausses de salaire. En France, la croissance et l'inflation attendues sur les années à venir, les perspectives ne sont pas toujours au plus haut dans l'optimisme. Les perspectives de croissance, elles sont revues à la baisse pour 2023. En 2022, on annonçait 2,6. On est à 2,6 alors qu'en 2021, on annonçait 6,8. La Banque de France, en 2023,
était à moins 0,30 et moins 0,80. Les prévisions de croissance pour 2024 ont été revues également à la baisse. Vous avez un petit graphique qui vous montre les taux de croissance annuels en France et qui viennent appuyer les propos que je viens d'expliquer. L'inflation attendue a diminué, mais seulement en 2024. Elle est estimée à 6% pour 2022 et 7,1% pour 2023. On prévoit peut-être un ralentissement de cette inflation en 2024 qui serait aux alentours de 4,6%. Tout ça reste des prévisions mathématiques qui nous sont envoyées par les bureaux d'études. Une croissance atone et une inflation qui ralentit en zone euro, donc avec une croissance économique qui est complètement atone, puisque en 2023 on est à 0,5 de croissance, hein, et une inflation attendue qui, je viens de le dire, serait en légère baisse en 2024, accompagnée de la réduction de la dette publique. On a la poursuite de la normalisation monétaire de la BCE. On a également les marchés financiers qui avaient anticipé une hausse des taux. Donc on voit sur le graphique de l'Euribor à 3 mois les fluctuations. Voilà un peu le contexte, j'ai envie de dire, mondial, européen, zone euro, etc. Résumé en quelques lignes, mais je pense que vous avez pu le lire et l'approfondir si c'était nécessaire. Au niveau de la commune, dans la continuité du projet politique que l'on s'était donné, c'est-à-dire l'ambition de faire de notre commune une ville plus attractive et se conjuguer avec le mieux vivre dans le quotidien de nos concitoyens. Pour y parvenir, la transformation progressive de la ville se poursuit malgré tout, grâce à des grands chantiers qui sont mis en place, hein, tels que l'entrée de ville cité Soult en ce moment, l'aménagement complet du square du 19 mars et des rues perpendiculaires, hein, on y reviendra tout à l'heure, la requalification du centre-ville aussi. Tous ces chantiers viennent compléter bien évidemment la dynamique qu'on a entamée depuis plus de 20 ans, hein, pour requalifier le centre-ville à l'appui de notre première valeur attractive sur la commune, c'est notre parc. Cette dynamique, elle va être complétée par l'aménagement de l'ancienne gare des Houillères, qui constitue un projet certes ambitieux, mais aussi un atout majeur pour le développement touristique de notre ville. On aura l'occasion d'en rediscuter. En vis-à-vis de ces points forts d'aménagement du territoire culturel et touristique, les services à la faveur des Fresnois et des Fresnoises ne sont pas oubliés. Cette année, on a enfin la fin des travaux du dojo qui montre le dynamisme sportif de la commune en lien étroit avec toutes nos associations sportives qui ont bien du mal à redémarrer après la crise du Covid. J'espère qu'en avril, monsieur l'adjoint au sport nous présentera une future inauguration de ce bâtiment pour que tout le monde puisse en apprécier la valeur. Un travail et un projet qui a été mis en place il y a 8 ans. Je me souviens, c'était au début du premier mandat où on avait dit on y va sur le dojo. On a mis presque un mandat complet avant d'obtenir tous les feux verts pour pouvoir partir. Et malheureusement, effectivement, les travaux ont connu plein de péripéties. Toujours dans ce qui se produit actuellement, on a la sécurisation des accès de l'école Daniel Ferry qui est en cours. Elle est réclamée depuis des années par les riverains et les parents d'élèves. Elle est en cours et là aussi c'est un vaste projet, notamment sur l'aménagement d'un parking en réponse aux besoins criants sur le secteur. Donc la ville travaille bien évidemment au quotidien sur la recherche active de financement pour permettre la programmation de ces investissements. Et donc les prévisions, si elles doivent être prudentes pour l'année 2023 et les années suivantes, elles restent néanmoins ambitieuses parce que nous souhaitons pouvoir accompagner
comme il se doit, la relance quand elle va arriver. C'est donc logiquement que ce rapport s'axe dans la continuité de la mise en œuvre du programme que nous avons établi. Et donc, un petit décryptage quand même de la loi de finances 2023. Ce qui est important de retenir sur cette loi de finances 2023, c'est que chaque année, et à compter de 2023, l'État va effectuer une comparaison entre l'évolution du niveau de notre dotation des dépenses réelles de fonctionnement au niveau national et la catégorie et la strate de notre collectivité. Alors, voilà, si on est hors des clous de la moyenne, on risque quoi? On risque la suppression de certaines dotations. Et si la collectivité ne respecte pas cet objectif, elle peut établir un pacte de confiance. Et si elle ne respecte pas le pacte de confiance, c'est tout simple, elle obtient 100% de pénalité. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des contraintes assez précises et qu'on n'a pas trop le choix que de faire bien attention à ce qu'on fait. Sur ce document que vous avez en main, de la page 15 à la page 18, vous voyez les différents dispositifs auxquels la ville peut émarger. Et donc, on a mis en œuvre toute l'ingénierie nécessaire pour qu'on aille regarder tout ce qui se fait, tous les dispositifs auxquels on peut être éligible et sur lesquels on peut aller chercher des fonds. Voilà, pour notre commune, en 2023, la dotation globale de fonctionnement, elle va se décomposer comme suit. On aura donc une dotation forfaitaire à hauteur de 1 192 074 €. On aura une dotation de solidarité urbaine à hauteur de 366 851 €. On aura une dotation de solidarité urbaine à hauteur de 588 017 € et on aura une dotation nationale de péréquation à hauteur de 172 362 €, donc un total de dotation qui sera équivalent à 2 319 304 €. Il est en augmentation pour la commune de 37 000 €, soit 1,6%, alors que l'inflation est actuellement à 7,1%. Je vous laisse à tous faire le calcul et imaginer la difficulté de continuer, de poursuivre toutes nos ambitions, à la fois au niveau du fonctionnement et à la fois au niveau de l'investissement, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait adéquates. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Voilà. Alors, à la suite de cela, je voyais, monsieur Botiqueux, que vous me faisiez ça. Ça veut dire quoi? Non, je disais, c'est sensiblement pas grand-chose. Ah non, c'est sensiblement pas grand-chose, c'est 37 000 € et avec 37 000 €, effectivement, on est bien d'accord, on ne fait rien. C'est bien pour ça que je le mets en évidence et que je parle aussi en pourcentage pour qu'on se rende vraiment compte du décalage par rapport à l'inflation et de ce que ça produit. Nous, on est comme tout le monde, quand on va au magasin, on n'a pas des prix et on n'a pas des rabais. Donc, et pourtant, on a besoin d'acheter des goûters pour les enfants, on a besoin d'acheter plein de choses. Enfin, je prends l'exemple des goûters parce que c'est ce qui me vient en premier et c'est ce qui est le plus naturel. Mais en tous les cas, voilà. Alors en dessous, on a les différents dispositifs pour aider la commune. L'amortisseur électrique, un peu comment ça fonctionne, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales pour 2023. Vous le voyez, les bases fiscales, d'ailleurs, elles ont nettement augmenté. Elles ont augmenté 7,1 en 2023. Elles sont sur une prévision à 6 en 2024, c'est quand même des prévisions qui sont à la hausse. Je rappelle que, mais on le verra après, que ça c'est l'évolution des bases fiscales et non pas l'évolution de ce que des bases de la commune. On le sait et je le dirai après, mais la commune n'a pas augmenté ses taux par rapport aux impôts. Alors l'ensemble des dispositifs à la faveur de l'investissement.
la DICL, le maintien de l'enveloppe des autres dotations, les mesures d'accélération en termes de transition écologique. On est toujours accompagné par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole sur nos projets. On le voit avec l'opération PNR4 qui se déroule actuellement. On le verra également sur l'aménagement de l'entrée de ville, on en parlera tout à l'heure. On le voit également sur l'étude des travaux avec une relance de la part de l'agglo et une première réunion de travail qui a lieu la semaine prochaine d'ailleurs avec les bureaux d'études pour la rue Jean Jaurès. On le voit également avec la prise en charge d'intérêts communautaires pour l'îlot Zola-Seguin, même si c'est une opération qui probablement ne concernera pas foncièrement et ne verra pas le jour sur ce mandat, mais en tous les cas, on commence déjà à y travailler sur les plans, sur l'architecte, avec les bureaux d'études, etc. On le voit aussi sur la friche des engrais bataille, puisque même si Fresnes-sur-Escaut n'est pas une ville d'industrie, on essaye tant que peut se faire, et si on peut le faire sur une petite superficie, de développer un peu d'activité économique sur notre commune, c'est important. Sur la situation financière de notre commune, on a un tableau, et sur la rétrospective financière, on a un tableau qui nous montre le dynamisme des grandes masses financières. Donc vous voyez que pour l'année 2022, on constate évidemment une augmentation des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement. Bien évidemment, la crise en Ukraine a entraîné une augmentation des prix en termes de matières premières, une augmentation de l'alimentation, de l'énergie qui impacte fortement notre budget, c'est plus 700 000 entre 2021 et 2022 en recettes, et c'est plus 450 000 en dépenses, dont les dépenses elles s'élèvent à 2 600 000 euros, 2 600 769 euros, et dedans il y a bien évidemment le remboursement de la dette. On voit également nettement sur le graphique de l'effet ciseau qu'on se rapproche, les deux courbes se rapprochent d'une manière préoccupante pour 2023. On l'a pris en considération. L'écart se resserre puisque les dépenses en énergie sont en forte hausse. Sur la dette de la ville, on est sur l'encours de la dette de la ville s'élève au 31 décembre 2022 à 6 82 880 000 euros. Je vous évite les centimes parce que quelquefois j'ai du mal en fin d'après-midi à lire les chiffres. On a la totalité de notre dette qui ne comprend pas d'emprunt à risque. Les taux ont toujours été négociés au mieux de l'intérêt de la collectivité. Le niveau d'endettement et l'encours de la dette et l'annuité de la dette au 1er janvier, vous le voyez sur le tableau qui suit. On voit que l'année dernière, on a été impacté par le remboursement du prêt-relais. Je le rappelle, la différence entre les 2 100 663, on passe à 847 922, mais on a remboursé, je ne sais plus combien c'était, 1,4 million, 1,4 million de prêt-relais. Donc ça s'explique. On a le ratio de désendettement également au 1er janvier qui augmente lourdement par le fait que les dépenses d'énergie sont multipliées par 2. Ça, c'est une logique implacable. Et donc, notre excédent de fonctionnement en 2023, lui, il va être divisé par 2. Et donc, si on prévoit un emprunt de 2 millions d'euros pour faire face à nos dépenses, on a un encours de la dette qui s'envole, bien évidemment, et qui procède de l'augmentation des annuités. Sur l'épargne, là aussi, vous le voyez, en 2021, il y a le prêt-relais qui vient jouer, c'est pour ça qu'on est à moins 955 837 euros.
Donc deux solutions. On baisse de façon drastique notre fonctionnement et puis on arrête des services et on va aller chercher en investissement des subventions, mais aussi en subventions, puisque jusqu'à présent, c'est peut-être un effort qu'on ne faisait pas en fonctionnement, mais on va s'intéresser de plus en plus à essayer d'aller rechercher également les subventions de fonctionnement qui vont permettre d'éviter l'effet ciseau et éviter au maximum que la courbe ne se croise sur cet effet ciseau. Sur le bilan de l'année 2022, en termes de fonctionnement, vous avez un tableau qui vous répartit les dépenses de fonctionnement avec un graphique assez parlant. Bien évidemment, le chapitre 12, c'est quasiment la plus grosse partie de nos dépenses de fonctionnement. Il s'élève à 54% de notre budget. Ensuite vient le chapitre 11, avec 31% de charges à caractère général. Et puis le chapitre 65, le chapitre de gestion courante habituelle, où on retrouve l'ensemble des subventions que l'on donne, à la fois les subventions aux associations, mais pas que, les subventions au CCAS, les subventions aussi sur les différents syndicats, etc. Un petit point sur le personnel à la fin de l'année 2022. Alors que dire? Vous voyez qu'il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, puisque finalement on était sur un total d'agents de 125 en 2021 et au 31/12/2022 on est toujours sur un total de 125. Il n'y a donc pas eu de coupe sombre dans le personnel. Ça veut dire qu'un départ en retraite a été remplacé. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes où les départs en retraite n'ont pas été remplacés. Chez nous, on a fait cet effort-là. Vous voyez aussi dans le tableau que ça met en évidence une large baisse des emplois d'avenir et des PEC, puisque, vous le savez tous, on a eu en cours d'année cet arrêt soudain des subventions liées aux emplois aidés. Et par conséquent, de manière naturelle, vous avez les agents non titulaires qui augmentent sur le chapitre, et puis aussi les agents contractuels qui sont en augmentation. Sur les mouvements de personnel, on a eu cette année 3 départs à la retraite, 3 départs pour des mutations et 1 pour un autre motif. Je vous le disais, on a remplacé les départs en retraite, notamment avec un agent qui a été remplacé au niveau de l'accueil. On a eu aussi 2 agents en brigade verte. On a les évolutions de carrière, les augmentations d'échelons, les mutations, les avancements de grade qui sont suivis. On a eu cette année 2 promotions internes. On a eu, enfin pas cette année, du coup en 2022, 2 promotions internes. On a eu les avancements de grade qui se poursuivent régulièrement. On a également la poursuite de la mutualisation des services qu'on a avec l'AGLO, notamment sur le poste des agents pour le droit des sols, sur le relais des assistantes maternelles, sur le conseil intercommunal de prévention de la délinquance et sur les délégués à la protection des données. Tout ça, c'est des postes qui sont mutualisés avec les services de l'AGLO. Ensuite, on a cette année eu une augmentation du SMIC à hauteur de 5,56%. On a eu en cours d'année, et je m'en réjouis pour les agents, la revalorisation du point d'indice de 3,5. Alors si je peux m'en réjouir pour les agents, je ne m'en réjouis pas pour le budget de la commune, puisque quand même sur 6 mois c'est une augmentation de 40 000 €, et ça veut dire que sur une année pleine, l'année prochaine, on se prend sur le chapitre 12 80 000 € liés à cette augmentation du point d'indice. C'est assez important pour que je me permette de le souligner. On a eu aussi, on maintient aussi au niveau de la commune le plan de formation, vous le verrez, 20 000 € au CNFPT pour les différentes formations que suivent nos agents. On a également accompagné des agents dans le cadre de la validation des acquis. On a la revalorisation également de la catégorie B.
Et donc, on adopte bien évidemment une réflexion permanente quant à la gestion des effectifs, hein, l'organisation, la gestion prévisionnelle, le non-remplacement systématique des départs en retraite qui n'a pas lieu sur notre commune, je le précise, l'accompagnement dans l'évolution des carrières et puis l'adaptation des compétences. En tous les cas, pour 2022, alors j'ai demandé un comparatif avec 2021. Pour 2022, le montant du régime indemnitaire, donc le RIVZEP, ce qui comprend la prime pour les agents, s'élève à 292 262 euros. L'année dernière, il était à 286 461 euros. Donc on a une augmentation globale de 5 801 euros sur l'année. Et sur les heures supplémentaires l'année dernière et complémentaires, l'année dernière, on était à 35 774 euros. Cette année, on est à 41 012 euros. Donc, une augmentation également de 5 238 euros. Sur les recettes de fonctionnement en 2022, vous voyez qu'on a eu une augmentation de la fiscalité liée essentiellement à l'augmentation des bases. On en a parlé tout à l'heure. 7,1... Ça sera cette année. Donc, l'augmentation des bases. Ensuite, on a une fluctuation au niveau des dotations. Cette fluctuation, elle est liée à la DPV, en fonctionnement notamment avec l'ouverture des microfolies. On ne l'aura pas en 2023. Et pour le reste, ce sont des augmentations qui restent à la marge. On est plutôt sur un budget stable. Donc les graphiques, le graphique présente la répartition des grands chapitres des recettes de fonctionnement. Voilà, donc 39% sur les dotations, 41% des produits de contribution directe, la fiscalité indirecte à hauteur de 13%, et puis d'autres recettes de fonctionnement également à la marge. Les recettes liées directement aux produits des services sur la régie jeunesse, les cantines, les CLSH, les locations, etc. Cette année sont estimées à 173 607 euros. Les taxes locales, je le disais tout à l'heure, en 2022, le taux n'a pas augmenté pour la 13e année consécutive. On est donc toujours sur des taxes sur le foncier bâti à hauteur de 58,05%, plus les taxes sur le foncier non bâti à hauteur de 78,38%. Alors évidemment, on n'a plus de taxes d'habitation. Elle demeure uniquement sur les taxes d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. C'est très peu sur notre commune. En dessous, vous avez un tableau qui montre l'évolution des bases fiscales pour chaque taxe. Et donc, vous voyez une nette augmentation entre 2022 et 2023. Et donc, celle-là, elle est liée aux 7,1% d'augmentation des bases que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, elles sont reprises après sous forme d'un graphique pour pouvoir avoir un peu plus de lisibilité sur les bases et les taxes. Voilà pour le fonctionnement. Sur l'investissement et sur les dépenses d'investissement, on a un total de dépenses d'investissement qui s'élève à 2 627 151 euros. Les dépenses d'équipement, c'est toutes nos opérations et toutes nos dépenses d'investissement à hauteur de 1 734 000 euros, 1 734 706 euros. Sur les subventions d'équipement, l'article 204, c'est les subventions qu'on verse à Valenciennes Métropole dans le cadre des projets qu'on fait conjointement. Et puis, vous avez en bas du tableau le remboursement du capital de la dette. On en a parlé tout à l'heure, 650 000 euros à peu près. Alors, sur le programme d'investissement en 2022, on a eu, donc pour l'année 2022, les travaux en régie, essentiellement
essentiellement consacrés à l'aménagement du futur proxy, 41 000 euros. On a donc le chantier du dojo, vous me posiez la question, et donc je ne sais pas si c'est là qu'on le retrouve. Si, c'est là qu'on le retrouve. Le chantier deux fois on le retrouve. Vraiment, ça m'a marqué alors. Le chantier du dojo et du local des boulistes, on en est à 1 209 187 euros, dont 9 930 euros de reste à réaliser reportés en 2023, alors que le coût prévisionnel de départ était donc de 895 440 euros, hors local des boulistes, puisque c'est quelque chose qu'on avait rajouté après. Cette année, on a été aussi sur le réaménagement du parking du complexe sportif de l'Aune, puisqu'on avait fait le dojo et on en a profité pour réaménager le parking. On a fait aussi une petite voirie qui mène, on a réfectionné la petite voirie qui mène jusqu'au stade de foot, c'est ça. Donc on en a eu pour 82 495 euros. On est sur l'opération de sécurisation de l'accès de l'école Daniel Féric. Le chantier a débuté fin 2022 et donc c'est 900 000 euros pour la commune, dont 857 000 euros de reste à réaliser puisque l'opération a débuté en toute fin d'année 2022. Sur les travaux d'aménagement du square du 19 mars, début de chantier qui a commencé vraiment à la toute fin d'année 2022, pareil, on est sur un montant de 672 000 euros, dont 12 000 euros de reste à réaliser qui sont reportés en 2023. On a également les aménagements des allées du cimetière en sable de marquise. Alors je ne m'aventurerai pas à dire que le chiffre est mauvais, mais je le crois. 3 698, je pense qu'on a payé plus cher que ça sur l'aménagement des allées du cimetière. Ou alors c'est parce que je me trompe dans les années. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus. Je pense qu'on a... Mais comme ça faisait partie du marché d'entretien, je pense que les lignes sont pas bonnes. Donc je me permettrai éventuellement dans la correction du compte rendu de regarder ce chiffre-là parce qu'il me semble très bas par rapport à ce qu'on a investi. Sur l'opération de redynamisation du commerce, ça s'est poursuivi également avec l'achat et la pose des stores et des lambrequins notamment. On en a eu pour à peu près 20 000 euros. Sur nos voiries, on a continué tranquillement notre plan pluriannuel avec la réfection des enrobés. On a eu cette année les trottoirs de la rue Zola, il y a eu des travaux dans la rue Carnot, on a eu des trottoirs dans la rue Loubry, on a eu des voiries et donc notamment le petit accès au stade de l'Aune, il n'est pas compris donc dans les 82 000 du haut, il est compris dans la réfection des voiries. Sur les investissements en matériel pour les services, on continue toujours à investir aussi. C'est des échafaudages, des postes à souder, les tables, les accessoires, les chapiteaux pour les festivités, les espaces verts avec quatre tondeuses, les souffleurs, les débroussailleuses, tout ça mis bout à bout. Je me suis permis de le mettre parce que les activités sportives, les tatamis, les films solaires pour le karaté, les filets, les paniers de basket, tout ça c'est des investissements qui ont été réalisés également cette année. Sur les écoles primaires, grâce au projet du socle numérique, on a quand même fait 53 310 euros d'investissement, sur lequel évidemment on a été chercher une subvention de 30 000 euros, mais quand même. Et au bénéfice de nos écoles, c'est quand même 2 écrans numériques interactifs mobiles, c'est quand même une valise de 14 tablettes par école, un PC portable et un écran supplémentaire pour chaque directeur, le déploiement du réseau Wi-Fi dans les classes, donc ça coûte de l'argent. On avait également déposé un projet de transformation numérique à hauteur de 20 000 euros, où on a eu une avance de 5 250 euros. Il nous reste encore à percevoir 12 000 euros sur ce projet-là, qui a permis de mettre en place notre application mobile sur la ville à destination des habitants et l'installation d'une application de gestion interne pour mieux gérer les demandes des Fresnois et des Fresnoises.
On a eu l'installation du Cyberlab au quartier, avec le coût d'achat des machines et des consommables. Hein. On en a pour 132 610 €, avec une subvention importante à hauteur de 110 000 €. On a du matériel de haute technologie, hein, des brodeuses, des scanners, des imprimantes, des écrans interactifs, des découpeuses laser, un circuit plotter de découpe. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. D'accord. Des presses à textile, une imprimante à sublimation, des casques de réalité virtuelle. Donc, un projet qui prend bien, avec beaucoup de dynamique autour de ce Cyberlab. Les projets pluriannuels qui continuent avec Valenciennes Métropole, on l'a déjà dit, le PNR 4, j'y reviens pas, le projet de la guerre qui est en train de se concrétiser, alors cette fois-ci plus en lien avec le département. Sur nos recettes d'investissement, on avait prévu un emprunt de 2 millions d'euros qu'on n'a pas fait cette année. Donc, vous voyez en 2022 qu'il est affiché un total de recettes réelles d'investissement de 2 994 547 €. Mais en fait, si on enlève en 2021, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit 2022 ? Ah, pardon. Si on l'enlève, on arrive à 994 547. Et vous voyez qu'en 2022, on a un total de recettes d'investissement de 1 503 663 €. Voilà. Les recettes d'investissement, elles sont principalement constituées à l'heure d'aujourd'hui de l'autofinancement, des cessions d'immobilisation, des recettes ponctuelles, du FCTVA, qui est en corrélation avec les investissements qu'on réalise, et également la taxe d'aménagement qui est également assez fluctuante. Sur les recettes externes, on a des recettes de subventions liées aux opérations, mais qui enregistrent toujours un décalage au niveau des paiements. On le dit souvent, mais c'est important. Ça veut dire que la ville, elle se doit toujours d'avoir une avance de trésorerie pour pouvoir jongler avec ces recettes qui sont, certes, on reçoit les notifications, mais entre la réception des notifications et le versement, il peut parfois se dérouler quand même une année, voire 2 années. Hein. Donc ça reste un travail assez chronophage, mais il faut aller sans arrêt à la recherche de nos recettes de subventions. Et puis, de manière générale, on constate un décalage de plus en plus, c'est ce que je viens de dire, de plus en plus important entre nos demandes, les notifications et les versements de nos subventions. Alors très concrètement, en 2022, ont été perçus à titre d'exemple les financements suivants. On vient juste de recevoir le solde de l'extension de l'école Langevin, 110 500 €. L'école Langevin, si je me souviens bien, c'était en 2020 2020 Pardon ? La fin de l'année 2020. 286 889 € pour les travaux du dojo. Donc là, on est toujours en attente du solde de versement. Je rappelle que l'opération, du coup, elle nous coûte plus d'1 million d'euros. Hein. 30 053 € pour le socle numérique, 15 000 € pour la région avec la redynamisation du commerce, 18 365 € pour l'éclairage des salles de sport et 27 000 € pour l'aire de fitness. Ça, c'est l'Agence nationale du sport qui nous verse ces subventions. On a encore à recevoir le solde des subventions pour le dojo. On a encore à recevoir également la participation de la région pour tout ce qui est la partie investissement sur le projet de redynamisation du centre-ville, notamment l'achat des cellules commerciales et les travaux de réhabilitation. Ça veut dire que toutes les cellules commerciales qui sont actuellement en action, elles ont été achetées par la ville, on y a fait les travaux et qu'on n'a pas encore reçu les recettes correspondantes, même si on a l'accord de financement de la région.
Et puis, on a eu une subvention exceptionnelle de la région aussi sur la vidéoprotection pour Ballanger. 14 354 € sur un projet qui devait coûter à peu près 70 000 € si mes souvenirs sont exacts. Voilà pour le bilan de l'année 2022. Sur les prospectives de l'année 2023 et nos orientations, on sait que la crise sanitaire avait fortement ralenti les différents chantiers entrepris sur la commune. Elle se transforme aujourd'hui en crise financière d'une violence assez exceptionnelle. À l'appui de la guerre en Ukraine qui a des conséquences, je l'ai dit, avant tout humaines dramatiques, mais en tous les cas qui a également des conséquences au niveau économique. Tous ces éléments nécessitent une adaptation et une réactualisation financière régulière. Pour autant, la volonté politique affichée est de poursuivre le vaste programme d'investissement structurant pour notre commune. Et donc, on continue avec la fin de la programmation des investissements pluriannuels dans le cadre de l'appel à projet pour la redynamisation du centre-ville centre-bourg. Sur ce sujet, il nous reste donc à faire la fin de l'aménagement du commerce qui va bientôt accueillir le futur Proxy, commerce de dépannage qui est très attendu sur le centre-ville. Également sur ce projet, on a les travaux de la cellule commerciale, l'ancien Gorny, qui vont commencer dès que l'appel d'offres sera terminé. Je pense qu'il est en cours actuellement. On a également l'aménagement de l'ancienne poste à l'entrée de la rue Bancel pour y accueillir l'association Mercure, qui va devoir à terme quitter la gare en vue du projet de réhabilitation, avec laquelle on travaille déjà depuis 2 ans, me souffle ma voisine de droite. Une veille active qui continue sur les locaux commerciaux en vente, sur le périmètre restreint du centre-ville. On continue et on poursuit les projets qu'on a en lien avec Valenciennes Métropole. Par étapes, en 2022, on a la prise d'intérêt communautaire de l'îlot Zola-Seguin. On a l'étude de définition du projet qui est en cours de réalisation avec différents scénarios qu'on viendra présenter dans un prochain conseil municipal. Il en est de même pour l'étude de Valenciennes Métropole sur le réaménagement des engrais bataille, qu'on sera également amené à présenter ici à l'occasion d'un conseil municipal et dont les contours se dessinent malgré des enjeux environnementaux colossaux qui ralentissent le projet d'une façon extrêmement forte. La commune maintient également son cap sur les investissements et prend de ce fait une part active à la relance de l'économie locale, parce que si la relance est difficile pour la commune, elle l'est bien autant pour nos entreprises locales. En 2023, l'équipe municipale ne fera donc pas l'impasse sur les recherches de financement actifs nous permettant d'optimiser nos différents plans de financement pour les investissements à venir, y compris lorsqu'il peut y avoir de la rétroactivité. L'Europe qu'on vous présente pour 2023, c'est donc plus que jamais le reflet de notre détermination pour continuer d'avancer vraiment sur notre projet de ville, dans un contexte qui est extrêmement difficile et un avenir qui est très incertain. Toutefois, le PNRCAD, on l'a dit, a commencé et il va se poursuivre dans les 2 prochaines années. L'église Saint-Martin, qui a fait l'objet d'une étude complète du clocher et de l'actualisation pour le reste de l'édifice, demande des travaux de sécurité. On ira sur ce sujet en 2023. Les travaux pour la cellule commerciale Gorny, je l'ai dit, vont commencer. L'école Ferry, elle sera prête normalement pour la rentrée prochaine. Après l'acquisition des locaux du centre social à Ballanger en 2022, on va lancer les travaux d'extension qui démarreront cette année à l'appui d'une forte subvention qu'on avait obtenue dans le cadre de la DPV, et une bonne nouvelle cette année puisqu'on a un financement de la part de la CAF à hauteur de 300 000 €. Donc c'est un projet sur lequel on se lancera cette année. Le travail sur le schéma directeur pour les installations sportives et notamment le terrain de foot synthétique qui est en cours.
Les travaux d'aménagement à l'entrée de ville sur la cité Soult, rue des Tourterelles, sont toujours inscrits budgétairement. Malheureusement, l'opération se complexifie avec l'augmentation draconienne des coûts de construction. On a eu récemment une première annonce qui nous disait, de la part du bailleur, qui nous disait qu'il ne pourrait pas aller au bout de cette opération. On a donc réuni en urgence les différents partenaires, l'État, le bailleur, la ville, l'agglomération, pour voir quelle hypothèse de travail on pouvait continuer à faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. C'est quand même 42 futurs logements sur la commune qui sont actuellement sur la sellette. L'étude pour l'aménagement de la rue Gambetta sera malheureusement reportée en 2024. Sur le centre culturel et le centre d'accueil municipal, on avait prévu l'aménagement de l'ancien logement du concierge qui devait démarrer cette année. Finalement, on est en réflexion sur un éventuel déménagement de la cyberbase et ou de la bibliothèque. Donc du coup, on a décidé de décaler ce projet et cette installation. En fonction du contexte actuel, évidemment, ce rapport et ses orientations resteront évolutifs dans la mesure où les conséquences de la crise sociale et économique sont loin d'avoir montré tout leur impact. L'équipe municipale s'investit au quotidien et sur le terrain et surtout dans les réunions et dans les institutions pour batailler, pour défendre les projets. Et donc les grandes caractéristiques du BP 2023, elles se lisent comme suit. Il n'y aura pas d'augmentation du taux d'imposition communaux. On est à peu près sur une population stable. On est sur une augmentation prévue des bases à 7,1% de la taxe foncière, générant un produit augmenté d'environ 100 000 euros. La recherche et le maintien des prévisions budgétaires des dépenses réelles de fonctionnement est construite dans un contexte économique difficile. On subit de plein fouet l'inflation, je l'ai dit, et l'augmentation des coûts d'énergie. Aussi, la ville se dote de compétences humaines nécessaires pour solliciter nos partenaires, à la fois sur les subventions en matière d'investissement, mais aussi, et à l'heure d'aujourd'hui, des subventions en matière de fonctionnement. Et ça, dans l'objectif de maintenir une capacité d'autofinancement qui, vous l'avez vu, ou vous le verrez dans les tableaux qui suivent, diminue très fortement. Donc les projections qui vont s'étaler sur 2023-2025, on a pris les hypothèses pour la prospective. Elles sont de garder donc une population fixe, je l'ai dit, une évolution projetée des charges générales de fonctionnement avec la prévision d'une forte augmentation pour l'électricité et le gaz. En ce qui concerne les produits de service, au chapitre 70, on est resté sur une prévision à hauteur de 200 000 euros à peu près sur ce que l'on perçoit des produits des contribuables par rapport aux différents services qu'on met en place. On projette aussi une évolution des charges de personnel, on est bien obligé, de plus 5% en 2023 par rapport à 2022. Essentiellement, c'est lié au remplacement des PEC. Voilà. Sur la réforme de la taxe d'habitation, on n'est plus trop concerné cette année. On a donc une évolution projetée des grandes masses financières avec une stagnation des recettes de fonctionnement. On est à plus 700 000 euros de dépenses sur le chapitre énergie et on est à plus 550 000 euros de dépenses. On est à plus 700 000 euros de dépenses au global avec 550 000 en énergie et le reste sur le personnel. Je me disais, là, je déborde un petit peu et je vais trop loin.
Voilà. Sur l'évolution des épargnes, on le voit, hein. Donc en 2022, les moins 955 837, ils sont directement liés en 2021 sur le remboursement du prêt relais. On voit la baisse nette de notre épargne nette. On ne peut pas faire de miracle, hein, quand on a des augmentations à hauteur de quasiment 1 million, de plus d'1 million, et que on sort un résultat. On voit bien que de toute façon, on arrive sur une situation qui se complexifie d'année en année. Alors bien évidemment, on affiche les chiffres en négatif et on va actualiser chaque année et faire en sorte que les chiffres annoncés en négatif en 2024 et en 2027, 25 et 26 ne le deviennent pas. Hein, on l'a dit, on va aller à la recherche maximum de subventions de fonctionnement et on sera peut-être amené à ajuster certains chapitres, certaines recherches de baisse de financement au niveau de notre fonctionnement. Sur le fonds de roulement et le résultat prévisionnel, on maintient un fonds de roulement de 800 000 euros. Si on dépense tout sans encaisser les subventions à venir, parce que vous verrez que dans ce budget, on a été sur une vision très pessimiste et que pour l'instant, tout ce qui est recherché en termes de subventions et qui n'a pas été notifié officiellement, n'a pas été pris en compte dans notre budget. Donc on sait qu'on a certains partenaires qui vont nous accompagner sur des subventions, mais on ne les a pas, on a fait exprès de ne pas les notifier dans ce budget pour être au plus proche de la réalité. Voilà. Si on réalisait l'ensemble du PPI inscrit, on déstabiliserait certainement notre fin de mandat. Et c'est là que nous conservons donc une marge de manœuvre et que dans les années à venir, nous aurons des choix à réaliser. C'est pourquoi on vous présentera un PPI tout à fait relatif dans les minutes qui suivent, puisque évidemment, on se laisse voir l'évolution de la situation et voir comment on adaptera et comment on fera de manière collégiale les choix par rapport à tout ça. Donc sur l'endettement, on voit que on va avoir besoin de réaliser un prêt. Donc on va évidemment monter rapidement si on réalise l'emprunt en 2023. On voit les annuités de la dette qui augmente. On n'a pas, je l'ai dit, d'augmentation sur les taxes foncières, donc ça, c'est plutôt bien, mais on a une augmentation sur les bases. Vous avez donc les dépenses de fonctionnement à la fois de manière globale et à la fois en euros et par habitant. Vous avez ensuite une répartition sur un graphique qui montre d'une autre manière la répartition des dépenses de fonctionnement. Sur les charges de personnel, il conviendra donc de prendre en compte pour l'année qui arrive un départ en retraite qui est identifié sur l'année 2023, un recrutement au service comptabilité. Ça ne sera pas du luxe parce que, vous le voyez bien, hein, il faut jongler dans tous ces chiffres et ça devient un service qui devient un service en tension. On a un licenciement pour inaptitude au travail. On n'a aucune disposition de l'État quant au contrat aidé, donc on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça qu'on a prévu une hausse sur notre budget, notre chapitre 12. Il faudra prendre aussi en compte les évolutions de carrière, évidemment, les augmentations d'échelons, les mutations, les avancements de grade, les promotions internes. On va poursuivre aussi la mutualisation des services avec les postes à l'agglo. Là-dessus, on reste sur de la stabilité. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y aura certainement encore une augmentation du SMIC. On aura l'actualisation du versement de l'indemnité compensatrice. Tous ces éléments sont donc pris en charge dans les projections. On aura également la formation du personnel et on aura
la revalorisation du complément indemnitaire, l'IFSE. On reste sur un prévisionnel stable au niveau du tableau du personnel. On verra comment on avance là-dessus et quelles sont les annonces que va nous faire le sous-préfet, notamment en matière d'emploi aidé. On a une rencontre avec le sous-préfet le 15 mars et on va donc pouvoir avoir des orientations là-dessus. En tous les cas, on l'espère. Sur les recettes de fonctionnement, vous le voyez, hein, les recettes de fonctionnement sont très très stables. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et sur l'effet ciseau, on est sur ce que je vous ai indiqué avec le rapprochement inévitable des deux courbes entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Tout le défi qu'on va avoir pour aller jusqu'à la fin du mandat, c'est que ces deux courbes ne se croisent pas. Dans la prospective des années à venir, tout comme pour la rétrospective, tout sera mis en œuvre pour préserver à minima la stabilité de notre capacité d'autofinancement et tendre à la renforcer. C'est un exercice qui nous paraît extrêmement compliqué, mais vers lequel il faut qu'on puisse continuer et qu'il faut qu'on tende. Sur la section d'investissement, en termes de recettes, vous voyez le prévisionnel sur le FCTVA. Vous voyez également qu'au chapitre des subventions perçues, c'est ce que je vous disais, on a été très prudent et donc on n'affiche aucune subvention tant qu'on n'a pas les notifications. Sur la taxe d'urbanisme, on comprend du coup la taxe d'aménagement, c'est une estimation. Sur les emprunts, on prévoit un emprunt de 2 millions d'euros en 2023, donc pour cette année. Et donc vous avez, au travers du graphique qui suit, la répartition des recettes d'investissement. Dépenses d'investissement avec la présentation donc de notre PPI qui s'inscrit dans la durée. Alors on a remis 2022 pour avoir un petit comparatif entre 2022 et 2023. Donc voilà, toute la liste, j'appelle ça souvent la liste à commission, mais en tous les cas, les acquisitions foncières qui sont prévues à hauteur de 53 458 € cette année. On a l'aire de fitness où il nous reste des subventions à aller chercher. On a le centre social où il faudra donc mettre le complément et sur un investissement qui se lie sur 2 années. 380 000 pour l'année 2023 et 450 000 sur 2024. Le château du parc, on a en 2023 19 542 qui sont liés à l'étude de faisabilité qui est en cours. Et on prévoit un financement progressif plus sur 2025 pour pouvoir mandater la maîtrise d'ouvrage et commencer à minima les travaux de réhabilitation externe pour valoriser la valeur patrimoniale du château sur lequel on recherchera un partenariat privé pour instaurer des activités à l'intérieur. Sur le dojo, c'est une opération qui se termine en 2023. Sur l'éclairage public, on vous l'a dit, on a 2 années fortes sur l'éclairage public à hauteur de 400 000 €. Sur l'église, en 2023, on a 145 000 € de travaux de sécurité qui sont prévus, ce qui fait que la provision de 100 000 années, on le verra au budget quand on lira le budget, mais la prévision de 100 000 années qu'on met chaque année pour le patrimoine ne sera pas mise au budget cette année. On a l'entrée de ville qui est inscrite, donc c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure qui est en balance actuellement et qui reste inscrite quand même à hauteur de 1 571 241 €.
On a les études qui se poursuivent, notamment, je l'ai dit, sur les études concernant toutes les études sportives du schéma sportif. On a l'extension du cimetière avec une partie de travaux sur l'existant en 2023 et une plus grosse partie sur l'extension du cimetière, puisqu'on est obligé de faire en sorte que notre cimetière puisse être encore accueillant. On a les travaux de la gare qui sont inscrits sur 2023-2024. On a les investissements des services et diverses, où vous voyez qu'on a largement réduit la voilure. On passe de quasiment 300 000 euros à 130 000 euros. La rue du Bois, qui est inscrite et qui se terminera en 2023. La rue Gambetta, je vous l'ai dit, qui est reportée en 2024. Le socle numérique qui vient de se terminer. Le solde des travaux de Langevin qui vient aussi de se terminer. Le square du 19 mars, où là, on inscrit l'opération à hauteur de 672 000 euros. Ça, c'est la partie ville, puisque la partie agglo, elle va dans la partie des contributions qu'on paye annuellement à l'agglo dans le cadre du PNR4. On a le terrain de foot et les activités scolaires à hauteur de 60 000 euros. On a la transformation numérique, le projet est terminé. On a les travaux en régie à hauteur de 50 000 euros, c'est notamment essentiellement pour les travaux de la Poste, je pense. On a les travaux de la Maison Bleue qu'on a donc décalés. On a quand même inscrit des travaux en 2023 puisqu'on va devoir faire des études. On a inscrit également les travaux de l'école des toilettes Pierre et Marie Curie, c'est le solde de l'opération qu'on doit percevoir. La vidéoprotection, je vous l'ai dit, c'est une opération à tout. J'avais rehaussé le. C'est pour la rue du Bois, pardon, en 2023. C'est la vidéoprotection qui sera installée en même temps que l'aménagement d'entrée d'école de la rue du Bois. On a nos marchés à bon de commande qui se renouvellent pour 2023. Voilà, sur les principaux financeurs du PPI, vous le voyez, là sont inscrits donc les financements qui sont notifiés, et donc la CAF, la région, un petit peu de l'État, et les financements de Valenciennes Métropole. Donc sur les restes à réaliser de l'année 2022, ils s'élèvent à 1 127 702 €. La commune entend donc poursuivre sa politique volontariste d'investissement, vecteur de croissance économique, une gestion pluriannuelle des investissements selon la méthode des autorisations de programme et des crédits de paiement qui est en réflexion. Ça, c'est les nouvelles dispositions qui sont travaillées avec la perception, c'est ça, Axel ? Pardon ? Notamment pour l'opération de la gare. Donc en conclusion de ce rapport d'orientation budgétaire, en synthèse, le budget de 2023, s'il est ambitieux sur la partie investissement, il reste un budget prudent sur lequel la collectivité sera extrêmement vigilante afin d'être réactive et de prendre les décisions qui s'imposent au vu de l'incertitude du contexte national. Dans cette période incertaine, le rôle de la ville est d'affirmer des priorités fortes qui sont autant de leviers d'action municipale identifiables aussi bien par les Fresnois et les Fresnoises que par les partenaires de la ville. Dans un contexte national extrêmement fragilisé, la ville maintient ses priorités pour 2023 sur la cohésion sociale et la solidarité envers les plus fragiles, la poursuite du renouvellement urbain, la modernisation de ses équipements ainsi que la programmation d'actions en faveur de la vie sociale et du lien social. Elle ne supprimera pas de services à la personne et on n'impactera pas du coup le quotidien actuel des Fresnois. Elle maintient dans le même temps son engagement en faveur de la tranquillité publique et du développement durable.
La crise va renforcer les inégalités au détriment des classes moyennes et des classes les plus vulnérables. Avant, on disait la crise va renforcer les inégalités au détriment des classes les plus vulnérables. Très récemment, au niveau du CCAS, on est en train de faire l'analyse des besoins sociaux et il en ressort que même les classes moyennes vont être impactées sur cette crise économique et notamment sur l'accès aux soins et la perte d'emploi. Il importe de nous mobiliser dans un effort collectif au bénéfice de chacun. Vous l'avez vu, la ville souhaite poursuivre une politique d'investissement d'envergure qui répond à ses priorités, satisfaire durablement les demandes des Fresnois et des Fresnoises en matière pour maintenir les services de qualité qui ne pourront malheureusement plus augmenter, poursuivre les efforts au profit d'une ville attractive avec des équipements et des aménagements structurants pour accueillir les nouveaux arrivants. Nous sommes bien conscients que les chiffres sont alarmants. Ils ont jalonné le présent document, mais nous sommes dans un discours de réalité qui alerte quant à la difficulté de maintenir le cap, quant à l'inflation qui s'envole vers les 7%, alors même que notre dotation forfaitaire diminue par rapport à 2022. Pas de commentaires supplémentaires. Il faut que face à cette situation, le gouvernement prenne ses responsabilités, bien évidemment, qu'il soutienne les collectivités. Je vous l'ai dit en début, l'équation, elle est impossible à résoudre. Faute de quoi, les budgets seront forcément en déséquilibre dans de nombreuses communes et il y aura de nombreuses mises sous tutelle. Rassurez-vous, on ne prévoit pas cette situation pour la commune de Fresnes, car nous avons encore des capacités à être réactifs entre nos modalités de fonctionnement et notre volonté d'investir pour l'avenir sur notre commune. Vous aurez donc bien noté que dans ce rapport d'orientation budgétaire, en matière d'investissement, tous les coûts qui sont partis, on a prévu de les assumer. Par contre, on émet des modulations sur les projets où on n'a pas encore dépenser de l'argent pour, et où on pourra encore avoir des marges de manœuvre qui nous permettront à la fois de pouvoir moduler notre fonctionnement et notre investissement, et de rester sur un équilibre qui certes va être précaire, mais qui devrait pouvoir être réalisé. Voilà, je clôture mes propos sur ce ROB. J'ai envie d'être à la fois optimiste pour notre commune, je suis à la fois très prudente et je suis parfois pessimiste parce que on est vraiment dans une situation inédite. On a depuis 2020 un mandat qui a subi la crise sanitaire, ensuite la crise économique, maintenant la crise énergétique, la guerre, etc. Franchement, on n'est pas sur un bon mandat et on ira évidemment un bilan de mandat qui ira en adéquation avec les évolutions nationales, mondiales, qu'on ne peut malheureusement pas prévoir. Voilà pour ce rapport d'orientation budgétaire. Et je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Oui, Madame le maire. Ce rapport nous laisse un peu perplexes et nous interroge quand même. Donc pas besoin de revenir sur le contexte national et international, puisque de toute façon, il aura un impact sur les finances des collectivités. Au vu du document fourni et de sa projection, nous constatons que la collectivité bénéficie du maintien du filet de sécurité inflation, ce qui a permis de soutenir l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, point gelé depuis plusieurs années, des coûts liés aux énergies, gaz, électricité et dernier segment, l'alimentation. Sur le coût des énergies, nous parlerons également de l'eau, même si cette compétence eau-assainissement est reprise par le nouveau syndicat du Valenciennois, il faut s'attendre à une augmentation de ce prix. Nous espérons également que tous nos partenaires institutionnels seront au rendez-vous, comme ils l'ont été jusqu'à présent, pour soutenir la collectivité dans ces jours et années où l'incertitude règne. Ceci étant dit, concernant la partie grande masse financière de ce rapport, même si ce sujet a été évoqué en commission finances par M. Vizocchi, en page 24, nous constatons un ratio de désendettement élevé, le seuil d'alerte étant de 12 années. On peut voir que dès l'année 2023, ce seuil est dépassé
et que la commune arrive dans une situation critique, soit 15,5 ans sur la partie désendettement. Ce qui se confirme avec l'épargne en 2023 pour se retrouver proche de zéro dès le 2024 et que la commune n'est plus en capacité de rembourser le capital emprunté. En page 36, malgré un nouvel emprunt de 2 millions d'euros, est-ce raisonnable? En page 35, petit a, l'évolution projetée des grandes masses financières sur les dépenses d'investissement 2024. Celui-ci est différent du même tableau, page 22. 5 380 115 en dépenses et 4 805 776 de PPI. Page 35 en dépenses 537 000 euros et 5 325 en PPI. Les 537 000 euros semblent donc être une erreur et les 4 millions de PPI page 22 semblent correspondre au montant du PPI page 41. D'où ma question, comment allez-vous financer les 5 380 de dépenses à moins d'augmenter les impôts? La trésorerie n'étant pas suffisante, allez-vous envisager un nouvel emprunt malgré la mauvaise situation évoquée plus haut? De même, en page 35, les dépenses de fonctionnement 2023 ne correspondent pas au tableau page 36, dépenses de fonctionnement pour 7 millions d'euros. Pour terminer, quelques pistes de réflexion sur les économies. Est-ce qu'une étude sera lancée sur les bâtiments communaux afin d'envisager des travaux de rénovation énergétique en s'appuyant sur les fonds énergie de Valenciennes Métropole? Je pense notamment aux salles des sports. Une réflexion également sur le plan lumière avec un éclairage LED 50% d'économie sur la consommation, mais vous l'avez rappelé. Voire peut-être à éteindre, mais ça c'est une idée, un lampadaire sur deux pour faire des économies. La vente de biens immobiliers, je ne sais pas si la commune en détient encore, mais une économie supplémentaire. Une réflexion sur les festivités, des vœux en présentiel est-ce utile alors que les maires de certaines communes ont préféré faire leurs vœux en vidéo. Et sur les travaux, voire à les décaler si possible, voir sur ce qui est engagé ou pas. Afin d'éviter, bien sûr, le recours à l'emprunt. Et pour terminer, je tenais à remercier les services qui ont travaillé sur ce rapport. Merci pour votre intervention. Alors, de manière globale, je vais répondre, pas sur tous les points, parce que je suis dans la capacité de pouvoir répondre de manière aussi réactive sur l'ensemble des points, vous le comprendrez bien. Toute la différence entre l'analyse que vous faites du ROB et la mienne, c'est que même si on est obligé de mettre des chiffres dans un rapport d'orientation budgétaire, j'ai souhaité, au travers de ce rapport d'orientation budgétaire, que ça soit un rapport d'orientation budgétaire qui porte une volonté politique et qui montre un projet politique qui se construit. Certes avec des difficultés, je n'en disconviens pas, certes avec des chiffres qui peuvent faire peur, je n'en disconviens pas non plus. Et donc, sur l'ensemble des chiffres que vous annoncez et sur les différences, on y regardera de façon plus précise pour pouvoir vous répondre. Quand même, sur certaines petites choses, on n'émarge pas au filet de sécurité, il faut le savoir. On pourra avoir l'amortisseur électricité, mais on n'émarge pas au filet de sécurité. Vous dites que le filet de sécurité... Je voulais dire, excusez-moi Madame le maire, ça fait partie du projet de loi de finances qui a été voté en juillet 2022, il me semble, de mémoire. On n'y émarge pas. Ah, parce que les autres communes... On était trop bon élève l'année dernière. Ah, d'accord. Donc comme on n'avait pas la différence, on n'a pas pu... J'ai vu que la ville de Vaucondé, par contre, non. bénéficiait, donc c'est pour ça. C'est qu'ils étaient plus... Enfin, qu'ils avaient... Ouais, enfin bon, bref, on va pas faire de comparatif avec mes collègues, mais en tous les cas, nous, on n'y émarge pas. Et donc, ce filet de sécurité, il était lié essentiellement pour répondre sur l'inflation. Et vous l'avez très justement dit dans vos propos, on n'a pas répondu à l'inflation, ça répond à peine à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. On bénéficiera certainement de l'amortisseur électrique. Là-dessus, je fais entière confiance et je rejoins vos propos de fin à féliciter les services pour le travail qu'ils mènent parce qu'ils ne déméritent pas.
Alors effectivement, on a des ratios de désendettement qui sont élevés. Évidemment, on monte sur des taux d'endettement qui sont très forts. On l'a vu. L'emprunt de 2 millions d'euros, je pense que ça sera une nécessité pour la commune si on veut continuer notre politique forte d'investissement. On va en tous les cas l'étudier fortement pour 2023. Là où je l'ai dit dans ce rapport et vous me rejoignez après dans certaines de vos interventions, c'est que effectivement on est aussi prudent sur les coûts partis et aussi prudent sur le fait qu'on peut arrêter certaines choses. Donc on verra en fonction de ce qui va nous arriver comment on va agir. Je vais prendre un exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon exemple et s'il faut le prendre. Et puis, s'il ne faut pas le prendre, mes services viendront me tirer les oreilles. Mais je l'ai dit, le projet d'entrée de ville, 1 500 000 € d'inscrits au budget. On voit bien qu'avec les difficultés du bailleur à pouvoir construire les logements, ce n'est pas un projet qui va se faire en 2023. Donc, on voit bien que en fonction, on va avoir des marges. Mais tout comme on n'a pas prévu dans ce budget, et je l'ai dit à plusieurs reprises, l'ensemble des subventions sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. Et croyez-moi, c'est des subventions, ça ne se porte pas à 200 000 ou à 300 000 €. Hein. On a des prévisions en termes de subventions budgétaires qui se portent à 1 million, voire 1,5 million. Mais justement, est-ce qu'elles vont être présentes, ces subventions? C'est ça, c'est la question. Vous l'avez dit, on compte sur nos partenaires et on se bat tous les jours pour le voir. Si ces subventions, on n'arrive pas, on fera les choix qui s'imposent, hein, de toute façon. Vous le savez comme moi. C'est pour ça que je vous dis que sur ce qu'on a prévu, on a effectivement un PPI qui est très important en 2023 parce que les coûts partis, moi, je me vois mal expliquer aux Fresnois et aux Fresnoises que on a investi autant de millions d'euros pour faire autant d'études, autant de maîtrise d'œuvre, etc. sur un projet et qu'on l'arrête parce qu'on a peur. Alors, voilà, je pense qu'il faut être volontariste en la matière. C'est pour ça qu'on l'a inscrit comme ça et c'est pour ça aussi qu'on est très prudent et que du coup, on a réduit, parce que sinon, la maîtrise d'œuvre pour le château, elle était prévue au budget de 2023. On ne l'a pas mise. On voit bien qu'on est obligé de décaler et que, je l'ai dit, on est sur un mandat qui est très, très spécifique. Et à la fin du mandat, comparativement à ce qu'on a mis en place dans nos objectifs de mandat, on aura certainement un écart, c'est évident. Mais je veux pas... je ne souhaite pas, en tous les cas, quand je dis je parle au nom de la collectivité et de mes collègues de la majorité municipale. Nous ne souhaitons pas être dans une vision où on tire vers le bas. J'essaye de tirer vers le haut. Si on n'y arrive pas, de manière collégiale, on fera des choix. Vous parlez... en piste budgétaire de l'étude énergétique sur les bâtiments communaux. Oui, on est très bien au courant des dispositifs qui sont mis en place par Valenciennes Métropole. On avait précédé ces dispositifs puisqu'on a déjà des études énergétiques qui avaient été faites l'an dernier, notamment en lien avec les certificats d'économie, c'est ça, hein, les certificats d'économie d'énergie qu'on pouvait avoir. Donc on en a déjà bénéficié en partie. Parce que je sais que ce fonds énergie, ça coûte rien à la commune. Quand on lance une étude, c'est pris totalement en charge. Sauf qu'après, il faut faire les travaux derrière, Monsieur Zaramba. Oui. C'est une obligation. Ouais, mais c'est marqué comme ça dans leur cahier des charges. Et donc, pour l'instant, je me contente déjà de prévoir ce qu'on a de sûr. Alors, évidemment, si on prend la salle des sports A, c'est une passoire énergétique. On le sait, il faut refaire la toiture, il faut refaire le chauffage, etc. Qu'est-ce que je fais? Je vous rajoute 2 millions d'euros sur le PPI. C'est pas réaliste. Donc, je la connais, l'étude énergétique sur la salle A. On l'a fait, je vous l'ai dit, à l'occasion des différents certificats d'énergie qu'on a demandé l'année dernière. Donc, on a des études qui sont sur le coude et on le fait. Donc, on optimisera au mieux dans tous les bâtiments communaux
ce mode énergétique. Et si on a besoin de l'agglo pour aller soutenir nos projets au niveau rénovation énergétique, l'agglo sera sollicité. L'agglo, vous l'avez vu et je l'ai cité à plusieurs reprises, est un partenaire essentiel et donc on n'ira pas à l'encontre. Je pense qu'ils ont rajouté même 1 million d'euros sur le fonds Tout à fait, tout à sur fait. une base de 6 millions en totalité. C'est ça, c'est ça. Oui. Sur l'éclairage LED, bon, vous nous rejoignez bien évidemment puisque vous avez vu que c'est inscrit, hein, donc alors, vous avez évoqué l'idée d'allumer un lampadaire sur 2. Techniquement, c'est pas possible. On a bien la preuve avec le couac qu'on a eu en début d'année là sur le changement de fournisseur d'énergie de la part de l'ancienne métropole, plus le changement entre Citeos et Satellec qui a provoqué qui a provoqué une coupure d'énergie importante sur la commune qui n'est pas encore résorbé totalement d'ailleurs. Hein. Donc l'éclairage d'un lampadaire sur 2, c'est pas possible. Par contre, je vous le rassure, dans le contrat, il est prévu une diminution de l'énergie. D'ailleurs, on fait un test la semaine prochaine, je crois, le 15 mars. Pour aller voir ce que ça donne et se rendre compte avec Satellec justement de ce que ça va donner comme impression, cette diminution d'intensité. On a fait le choix de ne pas couper l'éclairage public de manière sur un créneau de 23 heures à 5 heures du matin. C'est pas un choix qu'on fait. D'abord, ça mettrait à néant les dispositifs que on a mis en œuvre sur la vidéoprotection, puisqu'il faudrait investir sur du matériel ultra technique pour la nuit, etc. Et c'est pas possible et ça a un fort coût financier. Sur les ventes mobilier, vous le savez, depuis quelques années, on vend l'ensemble du patrimoine mobilier qui n'est pas un impératif et dont la commune n'a pas besoin. Il nous reste encore actuellement 2 bâtiments à vendre. Il faut qu'on trouve des solutions de relogement pour les personnes qui sont à l'intérieur. Personnes qui ont déjà toutes les 2 refusé à minima 2 à 3 propositions de logement qu'on a déjà faites. Hein. Donc on est dans la patience jusqu'à présent. Les établissements Barry, il me semble. Les établissements Barry. Les Mazis, non ? Alors, les établissements Barry, l'acte de vente est en cours de rédaction au niveau des notaires. Donc ça, on va passer à la signature cette année. C'est fait, c'est vendu. Sur les Mazis, il n'y a pas de vente faisable. Sur les Mazis, il y a un projet d'aménagement avec un projet qui est en train de se déployer progressivement avec l'association Espoir, l'association Cheval d'Escaut et en lien avec l'archipel nourricier. Là, on est aux prémices du projet, il faut écrire, il faut aller chercher les subventions. Et là encore, on va essayer de valoriser ce territoire. Sur la réflexion sur les festivités, oui, certains ont préféré faire des vœux en visio. Moi, j'ai préféré maintenir ce moment d'échange avec les Fresnois et les Fresnoises parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'échange direct avec nos concitoyens et il est important de maintenir. D'ailleurs, ça fait partie aussi dans l'équilibre du projet politique de la ville de dire oui, on investit sur du patrimoine, sur du bâtiment, etc. Mais on investit aussi en matière de fonctionnement sur des événements marquants. On a fait le défi des gueules noires, ça a été une pure réussite. On a fait le vélo tour, ça a été une belle réussite. Enfin, on a fait le Garden Tour, pardon. On a fait des événements, le Festival des Agités, tout ça, toute cette dynamique, toutes les festivités du tricentenaire qu'on n'avait pas pu faire, on les a maintenues et on a, à mon sens, fortement raison de les maintenir. Pourquoi ? Parce que quand on entend les choses qui nous sont restituées, on s'aperçoit que quand les personnes extérieures à la ville de Fresnes viennent sur la commune, ils nous disent très clairement Fresnes est une belle ville, Fresnes est une ville dynamique où il y a de l'animation, etc. C'est aussi une force d'attractivité pour notre commune de maintenir ces festivités. Alors bien sûr, on n'ira pas dans la démesure.
On n'ira pas dans la démesure et on restera... Et sur les festivités, on a eu tout un travail de réflexion avec Madame Fauveau sur la façon dont on allait mener les festivités à venir, etc. On restera dans l'originalité, on maintiendra nos festivités, on sera sur un budget constant et on essaiera d'aller sur une diminution de budget. Voilà, on sera dans des choses plus rationnelles, mais c'est aussi important que de montrer cette dynamique, parce que c'est cette dynamique qui aussi est en capacité de pouvoir faire venir de nouveaux habitants sur notre commune. Enfin, sur les travaux à décaler, ben oui, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, on y va, on est obligé de présenter un PPI dans le rapport d'orientation budgétaire, donc on le présente avec tous les objectifs qu'on a sur jusqu'à la fin du mandat. Et les objectifs qui sont présentés dans ce PPI, ils sont, enfin, reprenez ce qu'on a mis dans notre projet politique. On n'a pas dépassé, hein. Alors on a dépassé parce qu'on avait, par exemple, pas affiché la rue du Bois, mais c'est une nécessité. Donc on s'adapte aussi aux besoins de la population. On n'a pas, dans notre projet municipal, on n'a pas mis l'extension du cimetière. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Il faut bien qu'on fasse ces travaux-là. Donc on s'adapte aux besoins. Et on sait qu'on a encore des marges d'action sur ce PPI. Et donc, il va falloir qu'on soit effectivement très prudent. Vous êtes là pour nous le rappeler. Très bien, c'est le rôle de toute opposition. Donc, j'entends vos propos. Je constate quand même qu'ils convergent sur les propositions vers beaucoup d'orientations qu'on a pris également. Et je m'en félicite puisque, comme ça, au moins, on est sur une vision réaliste de notre avenir. J'aurais pu ne pas afficher un emprunt cette année. Hein. J'aurais pu vous dire, ouais, on va avoir j'aurais pu vous mettre 2 millions de subventions à venir, sans en avoir la certitude, et puis ne pas mettre l'emprunt. Hein. Et puis vous dire, on le fera l'année prochaine. Hein. Non, non, je suis sur un fonctionnement réaliste. Voilà. On sera vigilant. Je vous assure que c'est un casse-tête chinois de tous les jours, et je vous assure que on a mis en œuvre les moyens nécessaires, on est en train de travailler avec nos équipes, on a réorganisé nos services, on a réorganisé notre organigramme, on a embauché des personnes nécessaires à la structuration au niveau ingénierie pour qu'on puisse aller chercher tous ces financements-là. Et donc on a cette ferme volonté d'aller au maximum de ce qu'on pourra aller. Je ne dis pas qu'on ira. Je ne prends pas cet engagement à dire qu'on fera tout. C'est pas vrai, je ne le prends pas, parce que si je le prenais, là, j'aurais une langue de bois. Mais en tous les cas, on fera le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà. On est OK sur ce rapport d'orientation budgétaire. Il faut délibérer comme quoi on a bien débattu. Je vous propose de délibérer qui est contre, pardon, qui s'abstient. Je vous remercie. On va passer aux délibérations suivantes. Et je vais passer la parole à Monsieur Bardy. Merci Madame le maire. Vu la commission finances, administration générale, ressources humaines du 28 février 2023, il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée par l'association Compagnie des Archers Fresnois dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation d'un tournoi international de tir à l'arc les 18 et 19 mars 2023. Donc voilà, association récente sur notre commune, mais qui est très dynamique. Enfin récente, ça fait quelques années, mais bon, ça fait pas non plus 10 ans, quoi. Et qui est très dynamique et qui, pour la première fois cette année, met en place un tournoi international. Donc on valorise l'événement avec une demande de subvention à hauteur de 1 000 €. J'espère que tout cela fera une large unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une convention de partenariat avec le département du Nord et puis la maison départementale du handicap
pour lutter contre l'isolement des aînés et des plus fragiles en situation de handicap. C'est une convention qu'on a déjà passée dans le cadre des délibérations du CCAS, puisque chez nous, c'est le CCAS qui porte ces thématiques-là. Tout simplement, le département du Nord nous sollicite pour que cette délibération passe en conseil municipal. Donc, même si elle a déjà été actée au niveau du CCAS, elle repasse ici en conseil municipal. Bon, j'en fais pas une grande explication, puisque vous avez eu avec votre dossier toute la convention qui a été jointe, à moins que vous n'ayez des questions sur le sujet. S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, les délibérations 4, 5 et 6, je vous propose de faire un tir groupé. Je vais essayer de les expliquer, mais c'est des délibérations somme toute techniques. C'est un groupement de commandes que lance Valenciennes Métropole relatif à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur 3 chapitres. Le premier, c'est une expertise technique et fonctionnelle, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est la délibération 4. Le deuxième chapitre, c'est sur l'acquisition du matériel et logiciel de vidéosurveillance, c'est la délibération 5. Et le troisième chapitre, c'est la délibération numéro 6. C'est sur les prestations d'installation et la maintenance des systèmes. Alors tout ça, c'est sur la vidéosurveillance, hein, les 3. Mais c'est 3 chapitres différents. Et donc Valenciennes Métropole nous a demandé 3 délibérations. Donc voilà, bon, il s'agit d'adhérer au groupement de commandes. Ça ne nous oblige pas, je vais y arriver, à aller sur tous les champs. En fait, c'est des choix qu'on a pour aller sur les groupements de commandes. Bon voilà, ça a été étudié par les services, notamment par David Enrard qui est en charge de ce domaine. Et donc, si vous n'avez pas de demande d'information, je vous propose qu'on délibère sur les 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 7, on passe sur les ressources humaines et je vais passer donc la parole à Madame Villet. Merci Madame le maire. Alors donc la délibération numéro 7 porte donc sur le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Nous l'avons vu en commission finances, administration générale et ressources humaines le 28 février dernier et également l'avis, on l'a vu lors du comité social territorial du 25 février dernier. Donc ceci est en prévision des besoins des services des centres de loisirs et culturels, des espaces verts, des services techniques et de l'entretien des locaux pour la période allant d'avril à décembre 2023. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité pour une période donc de 6 mois maximum pendant une même durée de 12 mois. Donc, à ce titre, seraient créés donc, au maximum 50 emplois d'animateurs à temps complet dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C, 5 emplois d'agents des services techniques à temps complet dans le grade d'adjoint technique catégorie C, 5 emplois d'agents du service des espaces verts à temps complet, 10 emplois d'agents d'entretien à temps complet et un emploi d'agent administratif à temps complet. Voilà, bien évidemment, tout ça c'est au max. On n'ira pas là-dessus. Je vous rassure tout de suite. Je vous propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours sur les ressources humaines, Annabelle.
Oui, merci Valérie. Donc la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au service technique, en application de l'article donc du Code général de la fonction publique. Ça a été également vu en commission finances, administration générale, ressources humaines le 28 février et au comité social territorial le 25 février dernier. Il est donc demandé au conseil municipal de décider la création à compter donc, du 1er avril 2023 d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique relevant donc de la catégorie hiérarchique C. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, donc allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 inclus. Voilà, on précise que les crédits sont inscrits au budget, etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. De nouveau la parole à Madame Villet. Merci Madame le maire. Donc on est toujours sur la partie ressources humaines avec l'ouverture d'un poste d'attaché à temps complet et la mise à jour du tableau des emplois, donc comme les précédentes, vu en commission finances, administration générale, ressources humaines le 28 février, vu en comité social territorial le 25 février dernier. Et donc, compte tenu des besoins pour le fonctionnement du service, là, cette fois-ci politique de la ville, il est demandé au conseil municipal de voter l'ouverture d'un poste d'attaché à temps complet à compter du 1er avril 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue sur la 10. Et voilà, c'est la petite sœur. Merci, monsieur le directeur général des services. On est sur la création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi en application de l'article donc du Code général de la fonction publique. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la création à compter du 1er avril 2023 d'un emploi de chargé de projet politique de la ville et de rénovation urbaine dans les grades d'attaché relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet pour exercer ces missions. Les missions sont celles qui sont reprises dans le projet de délibération et qui sont détaillées sur cette même délibération. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article du Code général de la fonction publique. Cet agent contractuel serait recruté pour une durée déterminée et une durée de 3 ans, compte tenu de la spécificité et la technicité de la mission. Le contrat de l'agent sera renouvelable par reconduction express sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir et la durée totale des contrats ne pourra pas excéder 6 ans. Et à l'issue de ces 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc je passe à nouveau la parole à Monsieur Bardy pour la délibération numéro 11. Merci Madame le maire. Vu la commission finances, administration générale et vu la commission jeunesse, sport, enfance, école, association du 1er mars 2023, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les dates d'ouverture et les lieux d'accueil des accueils de loisirs sans hébergement comme suit. Accueil de loisirs moins de 6 ans. L'accueil se fait à la maison de la petite enfance, square du 19 mars 1962, les mercredis et les petites vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à l'école maternelle Paul Langevin, rue Garlobry, lors de la période estivale. Accueil de loisirs plus de 6 ans. L'accueil se fait au centre d'accueil municipal 409 rue de Garlobry, les mercredis et les petites vacances scolaires. Lors des vacances estivales, les enfants âgés de 6 à 7 ans sont accueillis au centre d'accueil municipal. Les enfants âgés de 8 à 17 ans sont accueillis au groupe scolaire Daniel Ferry, rue du Bois, et à l'école Pasteur, rue Pasteur. Donc les dates des accueils pour l'année 2023. Pour les vacances de printemps, du lundi 17 au vendredi 28 avril 2023, de 14h à 17h. Pour les vacances estivales, session de juillet, du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2023, de 9h à 18h. Pour les vacances de la Toussaint, du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2023, de 14h à 17h. Et pour les vacances de Noël, du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2023, de 14h à 17h.
Merci, Monsieur Bardy. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Henrard pour la délibération numéro 12. Alors, c'est la vente de la commune à monsieur L. Arboudi, 90 rue Jean Jaurès, section AP, numéro 95, pour une superficie de 372 mètres carrés. Pour ceux qui connaissent, c'est la maison qui est mitoyenne dans la salle des fêtes. Ils appelaient ça la rue Jean Jaurès, et ils disaient ça la maison Cola. Ils appelaient ça la maison Cola. Alors, madame le maire rappelle à l'Assemblée que la ville avait été sollicitée par SA Pierre Solidaire, dont l'objet était de réhabiliter des logements dégradés avant sa mise en location. Une offre d'acquisition à hauteur de 20 000, libre d'occupation, avait été présentée. La délibération numéro 14 du 27 septembre 2017 avait acté cette vente à la SA Pierre Solidaire au montant proposé. Par courrier en date du 18 février 2023, la SA Pierre Solidaire a renoncé à cette acquisition. La commune a donc mandaté l'agence immobilière La Ronelle Immobilier afin de trouver un nouvel acquéreur. La commune a donc reçu une offre de La Ronelle Immobilier de monsieur et madame El Arboudi à hauteur de 26 000 honoraires de l'agence compris. L'estimation des domaines était à 30 000 € avec plus ou moins 15% de marge d'appréciation en date du 16 janvier 2023. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le principe de cession de cet immeuble pour un montant de 26 000 honoraires de l'agence compris. Il est précisé que les frais de rédaction de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la cession de cet immeuble à M. El Aboudi pour un montant de 26 000 € honoraires de l'agence compris. Et d'autoriser Mme le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tout document afférent à ce dossier. Merci pour cette présentation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je repasse la parole à Monsieur Henrard pour la dernière délibération. Alors, c'est la rue Jules Moucheron, la désaffection et déclassement du domaine public communal d'une partie de la rue Jules Moucheron pour une superficie d'environ 260 mètres carrés. La délibération du numéro 22 du 6 juillet 2022 rapportée. C'est pour ceux qui connaissent, prenez la rue Loubry, vous entrez dans la cité par la rue Loubry, et c'est une petite ruelle qu'il y avait sur la droite, elle n'était pas accessible aux automobiles, hein, elle était macadamisée, mais elle n'était pas accessible, et cette ruelle-là, comment on appelle ça, Maison et Cité va le reprendre pour pouvoir installer des clôtures tout le long derrière les jardins des maisons qui se situent rue Loubry. Voilà, c'est donc qu'on va remettre ça dans... Alors après analyse, il convient de déclasser du domaine public une partie de la rue Jules Moucheron et plus particulièrement une allée située le long de l'habitation 631 rue Jules Moucheron pour une emprise d'environ 260 mètres carrés. Détachée de la parcelle AM 334. Dans un second temps, cette emprise pourrait être intégrée aux différentes propriétés voisines. Concernant cette emprise, conformément aux articles L 141.3 et 141.4 et suivant du Code de la voirie routière, il convient de diligenter une procédure d'enquête publique dès lors qu'il sera constaté que cette emprise n'est plus affectée aux besoins de la circulation, au stationnement et est fermée à l'usage public. Il est donc proposé au conseil municipal de recourir à la procédure de désaffection et de déclassement du bien sus-désigné relevant du domaine public communal en vue de le faire entrer dans le domaine privé communal. Après délibération du conseil, seul le maire aura compétence pour ouvrir une enquête publique préalable qui se déroulera sur les modalités prévues au code de la voirie routière. Le conseil municipal prend acte qu'un arrêté sera pris en vue de la mise en œuvre de la procédure. Il aura été au préalable organisé et constaté la désaffection de la dite emprise. À l'issue de cette enquête, la décision de déclassement sera prise par une nouvelle délibération du conseil municipal. Alors, considérant les objectifs d'aménagement de la résidence Hardy ancienne, considérant les nécessités de mettre à disposition la dite emprise pour la réalisation de ces aménagements, considérant que la dite emprise a été ouverte à la circulation publique, à l'usage public et qu'elle fait partie du domaine public communal, il est inaliénable sauf déclassement préalable. Considérant qu'il convient de procéder au déclassement après enquête publique de cette emprise de la rue Jules Moucheron, cadastrée AM 334, partie afin de mener à bien les aménagements projetés.
Il est donc proposé d'engager la procédure de déclassement partiel du domaine public, de prendre acte du principe de la mise en œuvre de la procédure, d'autoriser Madame le maire à mettre en œuvre l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de l'enquête publique et notamment à la constitution du dossier d'enquête publique, la désignation du commissaire enquêteur, l'ouverture par arrêté de l'enquête publique et les mesures de publicité à accomplir conformément au code de la voirie routière. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités de publication des notifications en vue de la réalisation de cette opération. De rapporter la délibération numéro 22 de 6 juillet 2022. S'il n'y a pas de demande d'information complémentaire sur ce... Allez-y, revenir monsieur. un peu sur le point par rapport au rapport. Vous parliez tout à l'heure de l'accès aux soins, Oui. l'accès aux soins pour Oui. les personnes. J'aurais voulu savoir si vous avez eu un retour, si vous avez fait une réunion avec l'ARS pour voir un petit peu. Alors attendez, avant de passer à cette question-là que vous allez reprendre, mais il faut que je fasse voter la délibération. Désolée. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Allez-y, reprenez parce que j'ai pas bien entendu le début de votre intervention. Vous parliez tout à l'heure dans le rapport que ça allait être compliqué un peu pour les soins, pour les personnes, à l'accès aux soins et tout ça. J'aurais voulu savoir si vous avez eu un retour ou fait une réunion éventuelle avec l'ARS pour voir un peu le sujet sur la commune. Parce qu'on sait que maintenant les médecins sont limités, ils prennent plus de patients. Hein, et je sais qu'il y a un organisme qui existe sur Valenciennes, je pense. Et alors, voir si la commune peut adhérer à ce dispositif. Sur notre secteur et sur notre territoire. On fait partie d'un secteur qui a été repéré comme étant un secteur en désertification médicale. Donc, il y a deux choses. Il y a une CTPS. Je me rappelle plus de la dénomination complète. Je me rappelle plus. Pourtant, je travaille là-dedans, donc je devrais le savoir. Qui est sur Valenciennes. J'y suis plus. Commission territoriale de la protection de la santé qui existe. D'ailleurs, c'est un médecin de Fresnes, le docteur Reichmann, qui gère cette démarche-là. Donc, oui, on est au courant avec le docteur Reichmann de tout ce qui se passe au niveau médical. On participe et je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais à l'Assemblée générale de la CTPS justement pour voir les orientations. Je sais également qu'il y a un projet de construction en cours sur la ville d'Écopont qui devrait couvrir les villes de Fresnes, Écopont et Bruay sur une maison de la santé. Mais je n'en ai pas les contours plus définis, donc je ne peux pas vous donner plus de précision. Non, mais la question que je vous pose, est-ce qu'on va pouvoir adhérer justement à ce principe de CTPES? Ah, mais on est dedans. Je pense qu'il y a tout le pays de Condé qui est concerné. On est dedans. Non, pas tout le pays de Condé. Non, non, pas. D'accord. Non. Mais en tous les cas, on est dedans. Voilà. Donc voilà. Sinon, quand même à vous dire que au-delà de ça, du coup, ça c'est aussi des actions qui sont menées très concrètement. Hein. À l'hôtel de vie, il va y avoir des dépistages diabète, etc., qui vont se faire. Le centre social, je sais qu'il y a un projet santé qui est en cours justement avec l'ARS et qui va se décliner pour favoriser et promouvoir la prévention et les soins chez les publics les plus défavorisés. Donc oui, on est tout à fait au fait. Et Valenciennes Métropole est en train de travailler sur la mise en place du plan local de santé, dont nous faisons partie. Et on est déjà intégré aussi au travers de VIF, anciennement EPOD. Je revenais aussi, j'ai une petite question sur, on parlait tout à l'heure des établissements Marie, de savoir si le projet est vraiment ficelé avec, je me semble de mémoire, c'était l'entreprise Mazzolini. Et il me semble, parce que il y a une personne, je vous avouerai, qui m'a appelé, qui est intéressée par cette opération, et qui me dit qu'il y avait réenchéri par rapport à l'offre qui avait été... Alors, ce n'est plus possible. D'une part, on a passé une délibération au conseil municipal et d'autre part, les actes notariés sont en train d'être rédigés pour la vente. Donc, même s'il y avait quelqu'un qui voulait réenchérir... Vous l'avez reçu, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Vous l'aviez reçu et il pouvait éventuellement remettre un plus. Mais de toute façon, tout est lancé maintenant dans la procédure. Okay, merci.
Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute et je clôture ce conseil municipal.